Bienvenue au Dodge King Radio Podcast. Un autre épisode fort intéressant aujourd'hui. Je reçois la cinéaste Maude Michaud. Bonjour. Salut Maude. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Première fois officielle qu'on se rencontre. On se suivait un peu sur les... je te suivais sur les réseaux sociaux, tu m'as suivi, puis je t'ai lancé l'invitation que tu as acceptée avec plaisir. Oui. Tu étais un peu débordé ces derniers temps aussi. Disons, c'est le temps très occupé de l'année avec des pots à la Sodec. Je dirais le printemps et l'automne, quand tu es moyennement dans le milieu artistique au niveau des demandes d'application, c'est pas mal les deux grosses saisons du reste de l'année. Puis si t'es chanceux, après ça, soit à l'hiver ou à l'été, t'es occupé à tourner de quoi, là. Mais ouais, exact. C'est vrai que ces temps-ci, c'était vraiment de la rédaction de documents un après l'autre et tout, là. Fait que c'est cool. Très occupé. Dans le fond, Maud, moi, comment je t'ai découvert, c'est que j'étais sur Instagram, puis dans le fond, je suis un gros fan de... Là, son nom de famille, je vais sûrement mal le dire, mais c'est Jill... C'est Barbivian. Exactement. Exactement. Qui a réalisé Le Styliste. Oui. Qui est maintenant un long métrage, mais qui était à la base un court métrage. Je l'avais découvert sur Twitter. Jill fait de l'horreur beaucoup. C'est pas mal son style. Elle est très, très active. Puis moi, j'avais commencé à faire tardivement des films comme tout le monde, un peu avec la caméra. Puis t'expérimentes des trucs. Puis je suis pas mal dans l'horreur aussi. J'adore ce type de film-là. Puis à un moment donné, je savais pas trop comment j'allais faire pour me démarquer. Puis je pensais abandonner. J'ai fait c'est compliqué et tout. Puis Jill, je suis tombé sur le film de Jill, justement, de Stylist. Puis depuis ce temps-là, ça m'a vraiment motivé parce qu'elle travaille vraiment fort. Puis c'est incroyable tout ce qu'elle fait. Elle a gagné plein de prix à travers le monde aussi. Là. Mm-hmm. Elle était même venue au Festival Fantasia. Puis je sais pas par quel moyen je pense qu'elle a mis une story de toi à un moment donné ou quelque chose. Puis là, je suis tombé là-dessus. Puis j'ai fait comme, attends, là, Maude Michaud, une femme, réalisatrice, scénariste à Montréal. OK. J'habite à Montréal. Comment ça, je la connais pas? Genre, est-ce que tu la connais personnellement? Oui, ça fait comme plusieurs années parce que c'est sûr, moi aussi, j'étais beaucoup exposée à son travail, tu sais, son nom circulait, puis tu sais, on était comme au courant une de l'autre de ce qu'on faisait, tu sais, à cause des plateformes en ligne, des festivals, tout ça. Ouais. Puis la première fois qu'elle est venue à Fantasia, elle était venue à Montréal une autre fois avant, elle m'avait contactée. Moi, j'étais comme, je suis pas en ville ce week-end-là, fait que ça n'a pas donné qu'on se rencontre. Mais la fois d'après, quand elle est venue à Fantasia, elle dit, il faut vraiment qu'on se rencontre. Puis à la dernière minute, un de ses hôtels, ça a foiré. Puis juste, tu peux rester chez nous. Tu sais, c'était juste vraiment comme ça. Puis on a cliqué, tu sais, on a comme vraiment super cliqué immédiatement. Tu sais, rester chez nous comme le temps qu'elle se trouve un autre hôtel pour le reste de son séjour. Puis après ça, pendant le festival, tu sais, c'est sûr qu'on a appris beaucoup à se connaître puis à se rencontrer. Fait que puis c'est ça, on est resté amis. Fait que oui, j'ai la chance de la connaître en personne, elle est vraiment géniale. C'est très. Ouais, elle dégage une énergie de feu, puis elle est en train de dans la place de l'horreur internationalement, je pense que son nom commence à circuler beaucoup. Oui, exactement. Justement, d'ailleurs, la version long métrage de Stylist, là, c'est excellent. Écoute, je pense il y a une très, très bonne réponse au niveau international. Fait que c'est vraiment motivant de voir ça. Là, Ouais, vraiment. Puis il est sur Arrow en ce moment, je pense. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. OK, parfait. Bon, on va revenir à toi. C'est quoi ton parcours? Parce qu'on va revenir à l'horreur après un peu, parce que tu as un style quand même... Oui, tu es dans l'horreur, mais tu as un style quand même particulier. Là. C'est pas juste de l'horreur, c'est pas du gros gore puis des trucs comme ça. Tu as un style à toi. C'est quoi ton parcours? Comment tu as commencé à savoir que tu voulais faire ça, premièrement? Moi, c'est sûr que j'ai toujours aimé le cinéma d'horreur. Ça, depuis que j'étais enfant, ça a commencé par aimer des choses macabres. D'ailleurs, je viens de ressortir, une boîte de vieux livres frissons que j'ai retrouvés, là. Tu sais, quand j'étais, je pense qu'on est pas mal dans la même génération, là. Ouais. Quand j'étais jeune, je tripais bien gros là-dessus. Puis après, ça a été Edgar Allan Poe. Puis, tu sais, c'est comme, j'étais intriguée par les films d'horreur. Puis dès que j'ai été comme assez vieille, genre,
pour pouvoir en louer moi-même au club vidéo. Ben là, je me suis mis à passer à travers toute la section de qu'est-ce qu'il y avait, tu sais. Mhm. Mais en parallèle à ça, moi, quand j'étais petite, j'adorais aussi la lecture. Fait que je m'étais dit, je voulais être auteur plus tard dans la vie. J'aimais ça inventer des histoires. Puis aussi, en parallèle, je voulais être comédienne. Parce que j'aimais vraiment faire du théâtre. Fait que je faisais un peu les deux. Je faisais des cours de théâtre. Je faisais du théâtre de même. Là, aussi, comme à l'école, à l'extérieur de l'école, j'écrivais des histoires. Puis à un moment donné, à l'adolescence, ça a comme cliqué. Je me dis, hey! Tu sais, c'est comme le cinéma, c'est une manière d'amener les deux. Tu sais, je pourrais écrire les histoires. Puis l'aspect, au début, je me suis dit, je pourrais me mettre dans mes films, tu sais. Ouais. Mais éventuellement, ça a vite pris le bord. Puis je me suis rendu compte, je suis comme, OK, j'aime encore plus faire comme toute la portion en arrière, tu sais, comme créer les choses. Pour moi, ça m'allume beaucoup plus que d'être comédienne, tu sais, d'être devant la caméra. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé à vraiment, tu sais, mon père avait une caméra vidéo, tu sais, fait que je faisais des films avec des amis. Chaque projet d'école que je peux faire en audiovisuel, je le faisais. Puis à un moment donné, à 16 ans, je me suis dit, OK, je m'asseye, j'ai créé un court-métrage, tu sais, un vrai de vrai. Ouais. J'ai fait durant l'été avec mes amis. Je l'avais envoyé à un festival à Toronto. C'était pour c'est des teen filmmakers. Fait qu'il fallait avoir 18 ans et moins. Fait que je l'ai envoyé. Il a été accepté, il a joué au festival. J'y étais. Puis là, ça a comme été genre de voir plein d'autres mondes de mon âge comme qui faisaient des films. Ça a juste vraiment comme confirmé. Là, j'ai comme fait ça, OK, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Puis c'est le fun parce qu'à 16 ans, quand tu as la validation puis que ton truc est accepté, ben, ça donne la petite tape dans le dos pour faire comme OK, peut-être que c'est vraiment ça que je suis né pour. Là. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est drôle parce que justement, je rentrais au cégep tout de suite comme après en cinéma. Puis ça m'a comme donné, comme on dirait que là, j'étais vraiment motivée, là, tu sais, comme j'étais vraiment motivée de faire mes films au cégep. Fait que j'ai comme continué avec ça. C'est sûr qu'au début, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de me trouver mon créneau, tu sais. Moi, je te mentirais pas, j'adore les films d'horreur, mais je suis une grande fan du cinéma, point. Fait que vraiment, je lisais beaucoup de revues françaises comme Première Studio aussi quand j'étais ado parce que c'était comme des revues de cinéma que je connaissais qui étaient en français que je pouvais lire. Fait que c'est sûr, le cinéma international, c'était un gros genre d'intérêt pour moi. J'ai trippé aussi sur les années 90 avec le cinéma indépendant américain, Tarantino, tout ça, mais aussi genre Kevin Smith. Puis c'est les films indie hollywoodiens, mais qui étaient comme plus genre je dirais plus des drames, mais qui ont quand même des sujets plus lourds, tu sais, fait que... Des gros thrillers, là. Ouais, c'est ça, fait que je dirais c'est ça qui m'a comme nourri, puis c'est ça un peu qui me donnait l'idée que c'était possible pour moi de faire du cinéma, tu sais, au tout début, parce que je me disais que, tu sais, quand t'es ado, tu veux faire du cinéma, tu le sais que t'auras pas accès à des millions. Fait que voir ce genre de film-là, moi, je me suis dit, tu sais, écrire un film qui est intelligent, qui a une histoire intéressante, tu sais, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Tu sais, c'est pas obligé d'être un film avec 25 explosions. Fait que, non, exact. Pour ce qui est de ça. Fait que ça m'a vraiment influencé en début de parcours. Fait que c'est sûr, je me cherchais pendant une couple d'années. Je faisais mes projets d'école. À l'extérieur de l'école, je continuais quand même de faire mes propres projets indépendants pour le fun. Puis essayer de l'envoyer dans des festivals. Puis ça a pris une couple d'années jusqu'à ce qu'on dirait que je me risque à dire « Hey, je vais essayer de faire un film d'horreur. » Parce que j'ai toujours voulu en faire un. Puis je m'étais dit ça va être difficile parce que ça va coûter cher, parce que ça va être des effets spéciaux. Ouais. Mais en même temps, dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup de films japonais aussi, tu sais, que c'est beaucoup, ça mise plus sur l'ambiance, sur la lenteur, sur des choses cachées dans l'écran. Fait que je dirais ça c'est ce qui m'a dit, je vais essayer de faire un film d'horreur comme ça, tu sais, me laisser inspirer dans cette veine-là. Puis on dirait que ce premier projet-là, c'est ça qui est parti, qui s'est mis à jouer dans les festivals. OK, cool. OK. Bon, j'ai trouvé ma place, tu sais. Fait que j'aurais dû m'écouter depuis le début, tu sais. Mais bon, tu sais, ça a fait un long détour jusqu'à ce que je revienne vers, tu sais, mes premières amours, qui est, moi, c'est pour ça que je dis plus cinéma de genre que cinéma d'horreur, tu sais. Ça englobe un peu plus de choses différentes, ça enlève un peu d'idées préconçues. Mais tu sais, surtout les films d'horreur, c'est pas les films qui coûtent le plus cher à faire, même s'il y a des effets spéciaux, c'est un des genres qui coûte, je trouve, c'est un des genres qui coûte le moins cher à produire, si tu regardes, mettons, à grande échelle.
Mais sinon, tu disais que tu louais des cassettes quand tu étais jeune, des cassettes de la même génération que moi, fait que tu as connu les cassettes et les VHS. Là. Clairement. Fait que c'est quoi le film qui t'a marqué le plus, qui t'a fait comme wow, le cinéma? C'est pas obligé d'être un film d'horreur, là, mais tu sais, genre le cinéma, wow, j'accroche là. Hey, c'est une maudite bonne colle, ça. Faut. C'est dur, hein, quand même, comme question. Hey, Parce que... C'est très, 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 très difficile, vraiment. Écoute, faut je pense. On peut-tu, je te promets que je vais revenir, là, le hamster, il va rouler là-dessus, puis je vais essayer. Ben, attends. OK, je vais dire une réponse, là. C'est un peu cliché, je le sais. Mais pour moi, genre, au niveau réalisation, là, que je voulais être réalisatrice, là, mais Réservoir Dogs, là, ça me pitchait à terre quand je l'ai vu, ce film. Moi, je trouve que c'est son meilleur film. Ouais, moi aussi, vraiment. Puis, je l'ai vu après avoir vu Pulp Fiction. Tu sais, je l'ai vraiment vu sur le tard. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement au niveau cinéma, genre, en général, tu sais, wow. Mais au niveau réalisation, moi, ça m'a vraiment été comme... C'est venu me chercher. Écoute, je capotais sur ce film-là. Puis sinon, juste niveau cinéphilie générale, encore une fois, puis là, je me rends compte, je suis comme... Je suis un maudit cliché, là, mais tu sais, True Romance, qui est d'ailleurs été écrit par Tarantino. Ça, je pense que ça a été un des premiers films que j'ai loué à répétition. Tu sais, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ben, les films de Tim Burton quand j'étais plus jeune, ben ça, c'était l'esthétique qui me parlait, tu sais, que j'aimais vraiment beaucoup. Puis ben sinon, je te dirais, tu sais, c'est ça, j'ai accroché sur des choses qui n'étaient pas nécessairement les choses les plus obscures. Tu sais, j'avais beaucoup trippé sur genre Shallow Grave, comme quand il était sorti, là, le premier film de Danny Boyle. Tu sais, c'était des films comme des films très 90s, tu sais, qui étaient très populaires dans les 90s. L'esthétique était géniale dans les 90s aussi. Hein. Exactement. C'est ce genre de cinéma-là qui m'accrochait. Tu sais, c'était du cinéma, je le regardais, j'avais aucune idée où est-ce que l'histoire s'en va. Puis l'histoire, ça peut s'en aller n'importe où, là, littéralement. Vraiment. Toujours ça, même encore, qui m'allume, c'est de découvrir un film qui va me surprendre, tu sais, que ça sera pas genre, ben, OK, non, c'est clairement ça qui va se passer, puis tu sais, OK, je devine tout le reste, là. Fait que... Ouais, c'est ça, pas le genre de film qui a comme 150 versions différentes, mais qu'au bout de la ligne, c'est un peu la même chose, là. C'est juste que tu as changé un peu les réalisateurs et les acteurs, là. Ouais. Puis sinon, côté réalisation, ton inspiration, toi, là, tu dis beaucoup Tarantino, mais... Tarantino, c'est l'inspiration à vouloir devenir réalisatrice. Ouais. Au niveau de mon travail, ben c'est sûr que deux réalisateurs qui m'ont très, très marqué au niveau de l'influence, c'est en fait 2-3 là, que je vais nommer. Là, c'est moi ce que j'appelle c'est le trifecta de David, genre, tu sais, fait que David Lynch, David Cronenberg, puis David Fincher. Okay. Je dirais David Lynch en premier, parce que ça, j'ai toujours connecté avec, tu sais, son choix de couleurs. Lost Highway, c'est genre de, je sais même plus quoi, je l'ai vu un nombre de fois indécent, là, tu sais, que genre, je pense que ça tape genre le 80 quelques fois dans ma vie que j'ai regardé ce film-là. Hey, je vais te faire une confession sur David Lynch. J'avais presque jamais vu ses œuvres jusqu'à très, très récemment. Ouais. J'ai fait un podcast avec un ami qui est aussi DOP sur mes projets. Puis j'ai tout regardé sa filmographie au complet, là. Puis pour vrai, je capote, là. Ah oui, non, c'est clair, il y a de quoi, là. Fait que, tu sais, pour moi, au niveau réalisation, David Lynch, ça a été le premier que j'ai vraiment vu un style, puis j'ai dit, OK, puis tu sais, il y a quand même une certaine influence en même temps, comme au niveau de ce que je fais. David Cronenberg, c'est au niveau des histoires, tu sais, je trouve ça, parce que je trouve que le body horror, c'est un sous-genre qui est pas si exploité que ça, puis David Cronenberg le fait tellement bien. Puis je trouve que ces histoires, et justement, ça, c'en est un réalisateur que presque tous ses films, ça va jamais où est-ce que je pense que ça s'en va, tu sais, c'est justement, il est bon pour faire des histoires qui décalent, là, qui décalent des attentes. Ouais, ça va dans toutes les directions, là. Exactement. Puis, tu sais, je te dirais, David Fincher, c'est beaucoup plus récent. Quelqu'un, d'ailleurs, un de mes amis qui m'a demandé à un moment donné, un autre cinéaste, il dit, tu sais, il dit, pense, là, Maud, là, s'il y avait un réalisateur que t'aimerais ça, comme, atteindre son calibre, tu sais, que les gens diraient, tu sais, comme, OK, tu sais, ton style visuel, tu voudrais que ça soit ça, là, tu sais, comme une référence. C'est vraiment, comme j'ai pensé, puis je dis, OK, vraiment, David Fincher, ben, tu sais,
David Fincher du début, tu sais, pas nécessité un peu Ouais, moins ouais, ouais. comme... parce que, ben, pas que c'est pas intéressant qu'est-ce qu'il fait, mais je dirais le look est un peu moins gritty. Mais Ouais. je pense que c'est venu tout de suite, comme Fight Club, c'est un de mes films cultes. Sauf que, tu sais, vraiment, l'espèce de genre de grittiness, encore une fois, le choix de couleur, le choix de, tu sais, comme, je sais pas, l'approche générale. J'aime vraiment cette espèce d'aspect-là. Tu sais, il y a vraiment une texture à ces films. Là. Fait que, voilà. Mais tu sais, c'est drôle parce que oui, on parle d'horreur, mais tu as un côté très dans tes films, là, ceux qui vont pouvoir aller voir, j'ai mis le site en bas, quirkfilm.ca, qui est ta boîte de production, dans le fond. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, il faut Le- que je refasse juste, je dois refaire mon site web. Donc, disclaimer, le site web date de 2015 et il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'amour depuis. Donc, Correct, t'es occupé à travailler, c'est correct. exactement, c'est une bonne raison. Mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est que tu as un style très expérimental, je trouve. Puis quand là, tu me parles de David Lynch, puis on dirait que ça marche dans ce que j'ai vu de tes projets, beaucoup axé sur les couples, beaucoup axé sur le corps, les relations, Ouais. le féminisme beaucoup aussi. Fait que, tu sais, David Lynch, je suis pas quelqu'un qui se mettait des barrières, là. S'il y avait quelque chose à dire ou quelque chose à montrer, il le faisait, puis c'était ça, là. Ouais, c'est ça. Fait Ouais, que je sais pas si c'est effectivement. ça que tu cherches un peu comme message aussi, là. Ben, c'est sûr que oui. Je dirais comme j'ai toujours été un peu fascinée justement par l'exploration. C'est ça, tu sais, des dualités. Tu sais, quand je dis des couples, mais c'est pas nécessairement un couple amoureux, tu sais, mais c'est Ouais. sûr que je me rends compte souvent mes histoires, ça met en vedette deux personnages qui sont ensemble pour une raison. Tu sais, fait que c'est comme là, genre, justement, il y a un scénario que je suis en train d'écrire, c'est deux frères. C'est une sorte de deux frères. Tu sais, fait que c'est encore une fois C'est un deux couple. personnes, Ouais, tu sais, tout c'est ça. le long. Puis c'est comme, puis tu sais, c'est des relations dynamiques. Je sais pas, je pense que c'est moi en tant que personne, je suis toujours fascinée par les relations interpersonnelles, puis des dynamiques, puis comment que les dynamiques peuvent changer, puis genre être impactées par différents types d'événements. Là. Fait que je pense que, puis ça n'a jamais été non plus un choix, je dirais, conscient. Je pense que OK. c'est quelque chose que à un moment donné, bon, j'ai fait un court-métrage sur ce thème-là, puis après ça, je me suis dit, ah, ben, tu sais, je vais essayer de pousser encore et explorer l'idée d'un couple, mais différemment. Puis ben là, on dirait après, c'est comme resté que inconsciemment, je trouve des idées que c'est sur des dynamiques de deux personnages. Parce que je trouve que c'est sûr qu'il y a une portion que c'est des films qui sont plus faciles à faire, qui coûtent moins cher parce que ça prend Ouais. une moins grosse distribution. Mais en même temps, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que, je sais pas, j'aime ça étudier les humains puis Ouais. les Ouais. relations. Tu sais, Les humains sont fascinants, on va se le dire, là. c'est ça. Le premier film que tu as réalisé, est-ce que c'est en quelle année? C'était-tu en 2009? Non, ça, c'est plus tard. Ben, ça, je dirais, c'est comme je te dis, je considère mon premier film officiel, je pense que c'est 2007, c'est Recessed, que OK. c'était un projet, comme j'avais un projet final d'université. Ouais. Mon premier ever que j'ai fait, c'est en 2001, sauf que j'ai le feeling qu'entre 2001 puis 2007, tu sais, il n'y a personne vraiment qui regarde ça. Tu sais, c'est comme caché dans le fond d'un Ouais. garde-robe sur des VHS, là, quelque part, là, tu sais, puis des vieilles mini-DV, là. Tu sais, c'est clairement des films étudiants, c'est clairement moi qui essaye des affaires. Ouais. Fait que c'est pour ça que je considère comme mon premier officiel vraiment, tu sais, 2007. OK. Puis après ça, depuis, tu sais, comme le tournant vraiment cinéma de genre pur, c'est 2009 que C'est ça. Red, non? C'est ça? Red, c'était 2011. 2009, 2011? c'était Reflection. C'était un Ouais. événement que j'avais fait pour un film anthologique. Yeah! Je Là. l'ai là. Oui, puis c'est ça, c'est une anthologie montréalaise qui avait joué un peu en festival, qui a été brièvement distribuée, mais malheureusement, comme beaucoup de projets indépendants, des fois, à un moment donné, ça tombe dans les limbes, puis ça n'existe plus vraiment Ouais. nulle part. Fait que j'ai pu quand même sortir mon segment indépendamment pour que ça puisse vivre quelque part. Puis Red, il venait juste après Reflection, dans le fond, c'est ça? Il y en a eu, Ou il y je en pense. avait un autre Non, il y entre en ça, je avait, pense, hein? il y a eu Snuff puis Hollywood Skin aussi, je crois. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais oui, Red est venu, je dirais, Red, c'est mon dernier cours vraiment comme, ben, je dirais que professionnel, dans le sens où est-ce que j'ai mis de l'effort pour le faire, Ouais. parce qu'après ça, j'ai fait mon premier long de manière indépendante, puis ça a comme vraiment tout pris pas mal l'énergie d'une couple d'années. Là. Fait que, Ouais, exact. Mais c'est ça, là, ton premier long métrage, tu l'as tourné et fini, là.
Oui, c'est ça. En fait, il a joué en festival en 2014. Ouais. Il a été dans les lanes de distribution jusqu'en 2018. Il est sorti brièvement sous le nom de At the Door. Et OK. là, malheureusement, mon distributeur a fermé les portes. Donc, le film, présentement, il est encore une fois un peu en mode flottant. C'est ça, je suis en train de regarder c'est quoi mes avenues pour le ressortir ou le rendre plus accessible à ce point-ci, là. OK, parfait. Fait que ça, c'est ton projet en ce moment que tu travailles un peu dessus, de le remettre. Mais Ouais, t'en as d'autres sûrement aussi. Hein, ouais, au travers de tout le reste. tout le reste de. Exactement. Dans le fond, toi, tu scénarises tous tes projets. Oui, c'est ça, exactement. Je scénarise, réalise. Puis, ben aussi, par la force des choses, je finis souvent par produire. Mon but, c'est pas nécessairement de tout produire. Sauf que, comme je dis souvent aux gens, je le fais pas parce que je suis control freak, je le ferai par nécessité, tu sais, tout ça. Parce que souvent, c'est la différence entre quelque chose qui se fasse puis quelque chose qui se fasse pas. Ceci étant dit, j'ai ma boîte de prod, puis présentement, je m'essaye à produire un film de quelqu'un d'autre. C'est la première fois que je fais le projet de quelqu'un d'autre à titre de productrice. On a eu du backing de la SODEC, donc ça, c'est très, très le fun pour un court-métrage. Fait que je sais ça, je suis à mes premières armes de productrice, voir si après toutes ces années que j'en ai faites par moi-même, c'est le fun de travailler avec un budget. Fait que, Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi la différence en tant que productrice puis, mettons, réalisatrice? C'est quoi ton rôle à toi principalement, tu sais, pour ceux qui connaissent un peu moins ça, peut-être? Là? Ben, productrice, moi, je compare souvent ça comme project manager, tu sais, la personne qui va tout gérer ton projet du début de A à Z. Vraiment, tu sais, c'est moi qui ai fait le budget aussi, tu sais, tout faire les démarches, justement, pour pouvoir avoir accès au lieu de tournage, contacter, ben nous, vu qu'on a du budget de la SODEC, il faut travailler avec, c'est sûr, tous les syndicats, donc ACTRA, Lactis. Donc, tu sais, c'est vraiment faire toutes les démarches auprès de ces organisations-là pour qu'ils soient au courant du projet, pour trouver les gens, faire l'embauche du personnel. C'est vraiment, c'est tous les aspects logistiques vraiment qui va faire qu'un film va se faire. Vraiment de A à Z, là, tu sais, puis vraiment, tu sais, aller chercher de l'assurance de tournage, tu sais, vraiment, après ça, toujours ajuster le budget avec qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ça, c'est vraiment de la grosse, c'est t'organises le tournage pour que après ça, ben, dans ce cas-ci, la réalisatrice a juste à arriver sur les lieux, puis le film se fait magiquement. Donc, c'est ça. exactement. Est-ce que tu trouves ça moins stressant produire pour quelqu'un d'autre ou pour toi? Oui, je trouve ça beaucoup moins stressant à produire pour quelqu'un d'autre. Parce que souvent, ce que je me rends compte quand je produis pour moi-même, c'est sûr que ça demande beaucoup de jus. Ça demande beaucoup de temps, d'effort. Puis souvent, c'est que c'est stressant parce que la valeur émotionnelle du projet, tu sais, je veux dire, moi, je suis capable de regarder, quand c'est pas mon projet, je suis capable de voir avec des yeux un peu plus détachés, de dire, OK, non, tu sais, genre, je prends un cerveau comptable pour 5 minutes, puis je regarde les chiffres, puis c'est comme, non, mais regarde, il faut trouver des fois, tu sais, comme où couper ou comment, genre, résoudre ton casse-tête, c'est plus facile, là. C'est pas tes idées non plus, fait que tu y tiens peut-être pas autant que la créatrice, là. Exactement. Puis, tu sais, ceci étant dit, c'est sûr, j'ai un grand respect parce que moi-même, étant une créatrice, je serais pas une dictatrice non plus au niveau de productrice. Mais c'est sûr que oui, tu sais, ça aide des fois. Puis des fois, ça aide aussi que je me rends compte, ça me donne une longueur d'avance au niveau de suggérer des solutions. Tu sais, parce que j'en ai tellement fait avec pas de budget. Des fois, je me disais, ben, tu sais, on pourrait peut-être essayer tel truc comme ça. Tu sais, je suis pas juste à dire, ben, ça marche pas au niveau budget, il faut trouver une manière de couper, puis that's it. Non, c'est ça, tu comprends l'autre côté de la médaille aussi, c'est ce qui fait. Ben moi, je pense que c'est une bonne chose parce que souvent, si tu as des producteurs qui ont aucune idée de ce que c'est, qui sont juste là pour l'argent, souvent ils ne comprennent pas la game, fait qu'ils peuvent pas nécessairement, je pense, couper aux bonnes places ou vraiment bien gérer l'argent du créateur. Là. Exactement. Puis souvent, c'est ça, il y en a qui ont une vision c'est très ils vont être plus tièdes à prendre des risques. Tu sais, tout ça. Puis vraiment essayer de sortir des sentiers battus. Je parle un peu juste par expérience de gens que j'ai rencontrés au fil des années. Tu sais, que tu leur arrives avec une idée, mais justement parce que l'idée est différente de ce qui existe, il y a une certaine crainte, là. Tu sais, des fois, il y a une peur de dire, pas sûr, est-ce que ça va vraiment, tu sais, je dirais que peut-être, vu que moi-même, j'ai vécu ça en tant que créatrice, je sais à quel point, des fois, quand tu as une vision, il faut juste que tu fasses confiance en la vision du créateur, puis t'es comme, OK, go, tu sais, fais-le, là. Ah ouais, exact. Ouais.
Puis le film que tu produis, c'est un cinéma de genre aussi? Oui, c'est ça, c'est un cinéma de genre. Ça s'appelle Where the Witch Lives. Okay. Je peux pas dire trop, parce que je veux pas spoiler non plus. Mais ça met en vedette une famille un petit peu dysfonctionnelle, 2 petites filles en fait qui sont gardées isolées dans une maison proche d'une rivière et qui vivent avec une certaine peur de la sorcière de la rivière que leur mère arrête pas de leur mettre dans la tête là, que si elles désobéissent à certaines règles qui sont en place, ben, la sorcière va venir puis elle va faire des choses pas très, très agréables. Ça, c'est pas des histoires à faire aux enfants, c'est méchant, ça. Non, exactement. Mais c'est ça, parlant de cinéma de genre, est-ce que toi, tu trouves cinéma horreur, surtout de l'horreur puis de l'expérimental, est-ce que tu trouves que le Québec est encore frileux? Est-ce que c'est les producteurs ou c'est vraiment on prend un peu les fans pour tu sais, gens qui comprennent pas? C'est quoi le vrai problème? Parce que j'ai l'impression qu'on fait du surplace depuis plusieurs années au Québec. Moi, écoute, c'est une question que plusieurs, c'est comme un oignon, hein, il y a plusieurs niveaux. Ouais. C'est très difficile, il n'y a pas de réponse clé. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une certaine ouverture. Tu sais, au niveau de la SODEC, tu sais, justement, comme quand on a eu des réponses de ce projet-là, ils nous ont dit « Ah, c'est cool, c'est vraiment le fun, on est content de supporter un film de genre. » Tu sais. Fait que je pense qu'il y a une ouverture tant que c'est qu'il y a une certaine, tu sais, c'est un certain type de film de cinéma de genre. Tu sais, qu'il y a une certaine ouverture. Je pense que tu peux pas aller, tu sais, on pourrait pas, genre, tu peux pas déposer ça, là. Genre à la SODEC. Ça passe pas. Sauf que, tu sais, si tu déposes un film de genre intelligent qui a un message, il y a une certaine ouverture à ce niveau-là. Il y a le film Slacks de Elsa Capper qui est sorti l'automne passé puis qui vient de sortir sur Shudder. Ça a été financé, là, tu sais, fait que il y a un désir de vouloir en faire. Je pense qu'il y a un désir, mais les portes sont pas grandes ouvertes non plus. Non, fait que je pense que c'est vraiment un mélange de faut avoir la bonne approche quand tu arrives avec un projet de genre. Ouais. Sinon, au niveau du reste, c'est qu'il y a très peu vu. On est comme chanceux puis pas chanceux parce qu'on est chanceux dans le sens qu'on a du financement au niveau de la production des arts, que ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Des fois, j'ai des amis, des fois aux États, ils sont comme j'aimerais ça pouvoir comme vivre là, puis appliquer comme pour avoir de l'argent comme vous autres. Mais je suis comme ouais, sauf que c'est pas nécessairement plus facile d'en avoir, tu sais, parce que il y a une certaine vision du type de projet qui est recherché, tu sais. Fait que c'est sûr que, étant donné qu'on a, tu sais, c'est une bonne chose qu'on ait ce financement-là. L'envers de la médaille, c'est qu'on n'a pas nécessairement de scène alternative. Tu sais, on n'a pas nécessairement de gens qui vont financer. Tu sais, on n'a pas nécessairement d'incitatifs comme certains États, exemple aux États-Unis, ou comme il y avait jusqu'aux années 80 à travers le Canada, là, des films avec des crédits d'impôt vraiment très importants qui encourageaient de l'investissement. En fait, d'ailleurs, c'est ce qui a aidé Cronenberg à faire tous ses premiers films. Quand une compagnie pouvait financer, pouvait donner un montant pour financer un film, il y avait une déduction d'impôt qui était extrêmement avantageuse. Donc, ça créait une situation où est-ce que le film soit un succès ou non, c'était quand même avantageux pour les gens d'investir. Tu sais, fait qu'il il y avait moins, tu sais, les gens étaient moins frileux, il y avait un peu plus de désir de vouloir investir. Tandis que maintenant, ben, tu sais, si tu investis, c'est comme, OK, tu sais, il y a peut-être des chances que tu ne reverras rien. Là, mais je pense que les chaînes spécialisées vont peut-être aider à ça aussi un peu, là. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. On est un peu en train de transitionner, là. Puis je pense que c'est ça beaucoup qui se passe, c'est que ça s'en va de plus en plus vers. Je pense que les chaînes sont rendues à créer plus leur propre contenu. Il y a un peu plus de ce désir-là. Puis ben là, je dirais que c'est là que ça devient intéressant parce que ce que les chaînes spécialisées vont rechercher, c'est pas nécessairement le même créneau qui va être financé au niveau des institutions. Fait que tu sais, là, ça va peut-être justement créer une variété au niveau du genre de projet qui est présenté. Pas que je dis qu'il n'y a pas de variété, mais je veux juste dire qu'il y a certaines ouvertures vers des styles de films qui sont pas nécessairement des films qui auraient nécessairement là, facilement accès au financement. Mais ce qui est le fun avec ces chaînes-là, c'est que c'est pas un produit que tu mets nécessairement dans le visage de l'auditeur. C'est pas mal plus l'auditeur qui va le chercher. Mais tu peux quand même le teaser dans un sens ou lui faire voir qu'il y a d'autres choses. Puis
à ce moment-là, ça sera peut-être tu l'aides peut-être à s'instruire dans d'autres genres que lui. Parce qu'un auditeur, des fois, juste pas écouter quelque chose puis il va juger. On est beaucoup sur le jugement, mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas expérimenté, moi, il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai jugées en tant que film, puis je fais comme jamais je vais écouter ça. Puis à un moment donné, j'ai comme fait OK, t'es rendu plus vieux, écoute-le, puis tu verras après. Puis là, je l'écoute, puis je suis comme ouais. L'homme plus jeune était peut-être trop frustré ou je sais pas trop. Puis là, avec du recul, t'apprends à aimer autre chose aussi. Là. Effectivement. Non, c'est ça, effectivement. Puis je pense que, tu sais, ça, on avait ça à un certain temps avec les clubs vidéo, justement. Ouais. Puis c'est un peu ce que je trouvais. OK, je suis pas en train de. Je m'ennuie quand même des clubs vidéo, là. Je suis une OG à mort, là. Tu sais, moi, c'est comme si demain, il y a un club vidéo qui réouvre, là. Je vais y aller, là. Je vais m'assurer qu'il reste en business, là. Mais je pense que pendant un certain temps, quand les clubs vidéo ils ont arrêté, jusqu'à ce que des plateformes en ligne apparaissent, même si scroller Netflix, c'est pas la même chose qu'être au club vidéo, ça rend quand même plus accessible certaines choses, tu sais. Ouais. Fait que je pense que oui, effectivement. Ceci étant dit, j'espère toujours dans le fond de mon cœur que les clubs vidéo aient un petit revival comme les vinyles là, qui sont revenus exact, ben oui. Fait que, comme... La fameuse conversation avec la personne qui travaillait au guichet qui te conseillait un film qui était vraiment hors de ton radar puis que tu pouvais t'en louer 2 ou 3 puis là, ce film-là rentrait chez vous puis tu tombais presque amoureux du film par hasard. Là. Ouais. Puis pas juste ça aussi, mais juste les pochettes aussi. Ouais, ben oui. Moi, écoute, le nombre de films que j'ai loués juste parce que la pochette était vraiment cool. C'est vraiment, j'ai vu des films que j'aurais jamais vus autrement. Puis en rétrospect, quand j'y pense, je suis comme, ouais, OK, c'était pas si bon que ça, mais c'est clairement, le marketing était écœurant, tu sais. Mais oui. C'est ce que je trouve plate un peu, on perd ça, tu sais, c'est comme, c'est pareil comme les livres, tu sais, je suis encore, bien sûr, moi, je suis pas liseuse, là, moi, je suis encore, tu sais, je vais trimballer, genre, une coupe de briques dans mes sacs, là, quand je pars en voyage, mais, tu sais, je vais encore au Indigo, puis j'aime ça, prendre un livre, regarder en arrière, tu sais, puis lire le synopsis, je trouve que c'est un art, puis c'est la même chose sur les cassettes, là, tu sais, c'est comme, oui, t'as ton image en avant, mais quand tu lis comment c'est écrit ton synopsis en arrière, ça vient chercher aussi. Il y a tout un aspect. C'est quoi les petites photos teaser que tu as en arrière? T'sais? Mais c'est ça, c'est que tu as le synopsis, mais tu as aussi la pochette. Un livre, c'est tellement beau. Souvent, c'est accrocheur. Tu vas regarder une image, puis c'est peut-être l'image qui va te donner envie de lire ou d'écouter un film. Ah oui, c'est ça. Moi, c'est la même chose. Écoute, je l'admets à 200%. J'ai un attrait superficiel au niveau de mes choix de certaines choses. Il y a des livres que j'ai achetés juste parce que je les trouvais beaux. Puis je trouvais la pochette était vraiment cool. Puis chaque fois que je passais, la pochette m'accrochait. Puis je me dis, je veux lire ça. Puis souvent, des fois, j'étais étonnée. C'est des histoires que j'aurais pas nécessairement lues, mais la pochette, elle m'appelait. Tu sais. Puis la pochette, la couverture. OK, ce que je dis pour les livres s'applique au film. Oui, absolument. C'est pour ça que ça se mélange. Mais oui, c'est ça, vraiment. Beaucoup de choses que j'ai découvert juste à cause de ça. Là, Ah, c'est cool. Parle-moi, tu as fait un documentaire aussi, c'est Bloody Breath, je pense, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Parle-moi un peu de ce documentaire-là. Oui, en fait, ça a commencé parce que moi, quand j'ai fini mon bac à Concordia, j'ai décidé d'aller faire une maîtrise parce que je me suis dit, je suis pas prête à commencer la vie. Et j'ai encore l'impression. Tu sais, j'aimais ça un peu le vibe de l'école, puis je trouvais que moi, ça me challengeait en tant que cinéaste aussi, parce que ça m'exposait à des manières de penser qui étaient un peu différentes. Puis je savais que si je pouvais faire la maîtrise à Concordia, toujours en communication, je pouvais présenter un projet audiovisuel. Fait que pour moi, c'est une bonne manière de dire « Hey, je vais faire un autre projet. » Puis ça va être dans un contexte scolaire. Fait que c'est comme, quand c'est dans un contexte scolaire, excuse l'expression, mais ça te botte le cul à faire de quoi, là. C'est comme, c'est plus facile, mettons, des fois. Disons, t'as une motivation extra à le faire. Quand tu as ta deadline aussi, ça te prend quelqu'un qui analyse ton projet aussi. On dirait que tu n'as pas le choix. Là. Ouais. Exactement. Puis ça aide beaucoup aussi, là, c'est ça, parce que des fois, l'analyse que tu reçois des gens, ben ça te pousse dans une direction, tu n'aurais peut-être pas été par toi-même. Fait que bref.
Tout ça pour dire que j'ai commencé, puis au début, j'avais aucune idée sur quoi j'étais pour travailler. Là. Tu sais, je faisais mes cours, puis j'étais comme, OK, je sais pas encore sur quoi je vais travailler, puis mais je savais vraiment, ben, tu sais, moi, c'est sûr que les projets que je pouvais faire, la lecture que je pouvais faire, j'orientais ça vers des écrits sur le cinéma d'horreur, tu sais, parce que c'était un intérêt. Puis, à un moment donné, dans un de mes cours, il y a un moment donné, j'avais parlé, puis il y avait comme un article qu'on avait lu, c'était sur la violence dans les médias, tu sais, puis les effets sur la société, tu sais. Puis moi, j'étais un peu comme, c'est une genre de pensée qui était un peu vieille, tu sais, qui datait peut-être, j'avais le feeling que ça a peut-être été écrit genre fin 70, début 80, tu sais. Ça parlait comme quoi, la violence dans les médias, ça rend les gens violents, puis da. Puis tu sais, j'étais comme, mais tu sais, puis c'est comme, il y avait de quoi sur les films d'horreur, je me souviens plus c'était quoi exactement, mais ça m'avait vraiment irritée. Ouais. Puis, j'avais fait le commentaire encore, je dis, je suis une femme, j'aime les films d'horreur, puis je comprends pas pourquoi on parle encore de ça, je pense que c'est vraiment pas la réalité. Puis, une de mes collègues de classe qui s'est levée, elle me regardait et a dit, c'est comme, you're the embodiment of everything that is wrong with women today. Wow! Fait que, je sais pas si tu veux que je le traduise pour tes auditeurs. Non, c'est bon, on a compris. Donc, ça a comme fait genre, ouf, qui me petite slap en pleine face, puis wow. C'est vrai que ça m'a comme vraiment choquée. Puis j'ai fait, ben OK, si tu penses ça, je vais essayer de te prouver le contraire. Fait que là, je me suis dit, OK, ben je me suis mis à tout lire ce que je pouvais trouver sur les femmes dans le cinéma d'horreur. Puis je me suis dit, ben, tu sais, moi, je suis une réalisatrice, je trouvais rien qui était écrit sur des femmes qui réalisaient, tu sais, mais je me dis, je peux pas être la seule, là. J'en ai vu d'autres, là, dans les festivals au fil des années. Je sais qu'il y a d'autres femmes qui aiment ça faire du cinéma d'horreur. Fait que j'ai proposé, justement, c'est ça, à mon directeur de thèse. J'ai dit, ben, j'aimerais ça faire un projet sur les femmes réalisatrices et sur le fait qu'il y a nulle part qu'on en parle. T'sais. Fait que c'est là que j'ai proposé de dire, ben, je pourrais faire un documentaire. C'était censé être un documentaire, mais finalement, je me suis rendu compte que les choses évoluaient tellement vite parce qu'il y avait le Women in Horror Movement qui commençait. Puis on dirait que c'est comme de la minute que je rencontrais, je pensais avoir fait le tour des réalisatrices que je pouvais trouver. Ben, je découvrais genre 5 autres personnes que j'avais jamais entendu parler puis qui étaient super intéressantes. Wow. Fait que là, je me suis dit, OK, tu sais, c'est comme mon documentaire sera plus à jour au moment que je vais avoir fini la post-prod. T'sais. Fait que c'est là que j'ai comme décidé, je me dis, ben, à la place, je vais le faire des petits segments que je vais mettre en ligne. Ouais. Puis comme ça, éventuellement, dans le futur, si ça me tente de continuer, ben, je continuerai là-dessus. Là. Fait que ça vit sur mon YouTube présentement avec la tentative de vouloir recontinuer ça à un moment donné, mais ça prend du temps. Hey, c'est tellement con comme commentaire de la fille. Moi, en plus, là, ce qui m'a initié à l'horreur, c'est ma grand-mère qui écoutait des films d'horreur. Puis elle m'a initié à des slashers. Imagine à l'âge de 5-6 ans, t'écoutes des slashers avec ta grand-mère. C'est juste magique. Là. Oui, tellement. Mais j'adore ça. Mais écoute, je peux... Je même le regardons parce que ben moi, c'est pas des films d'horreur, mais ma grand-mère, elle me gardait quand j'étais petite. Ouais. C'est elle qui m'a fait découvrir Hitchcock, tu sais. Fait qu'on regardait comme plein de films. Puis moi, c'est ça. Hitchcock, ça a été un peu une porte d'entrée aussi, tu sais, vraiment de regarder. Puis elle me parlait tout le temps de Vincent Price. Elle m'a jamais montré de film de Vincent Price, mais elle me parlait toujours de Vincent Price. Fait que moi, c'était resté dans ma tête. Puis à un moment donné, ben là, j'ai découvert Vincent Price, qui est d'ailleurs un de mes acteurs préférés encore à ce jour, là. Yes! Là, nos grands-mères, hein, une chance qu'ils sont là. Une chance qu'ils sont là. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en cinéma, que ce soit fille, garçon, scénarisation, réalisation, acteur, actrice, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? C'est pas un one-liner, là, mais ça va être je vais faire un petit mini pep talk, là, tu sais. Ah, c'est bon, vas-y. Je dirais que c'est extrêmement difficile, mais c'est pas, tu sais, il faut le faire. OK, premièrement, c'est extrêmement difficile, il faut le faire pour les bonnes raisons. Fait que moi, d'avance, si quelqu'un me dit je vais le faire pour être célèbre ou je vais le faire pour être riche, ben je me dis je m'excuse, mais bon, regarde, tu peux essayer, mais c'est mince. Je trouve que c'est pas la bonne motivation. T'sais. Puis moi, je pense que si quelqu'un le fait vraiment pour la bonne raison, parce qu'il aime ça, parce qu'il est vraiment motivé, parce qu'il est passionné, il y a toujours moyen de trouver une manière de le faire. Ça ne sera pas nécessairement les meilleures situations,
Mais tu sais, si t'es vraiment passionné puis tu veux faire de quoi, tu vas toujours trouver une manière de pouvoir le faire puis de réaliser ce que tu veux. Puis le plus que t'en... Tu sais, c'est comme le plus que t'en fais, le plus que tu t'améliores. Tu sais, puis c'est ça. Ben fait que oui. je pense que c'est vraiment, faut toujours comme continuer. Tu sais, tant que t'es drivé par la passion, par le désir de le faire, tu peux continuer. Puis c'est vraiment magique des fois, comme qu'est-ce que tu peux accomplir, même avec peu. Tu sais, fait que c'est vraiment... Faut vraiment penser en dehors, tu sais, comme en dehors de la boîte, là. Puis vraiment, tu sais, à pas avoir peur d'aller au bout de sa créativité. Tu sais, pas avoir peur d'aller tu sais, comme au bout de sa créativité. Tu sais, vraiment de se challenger soi-même. Puis, tu sais, si tu veux faire de quoi, mais que c'est pas quelque chose qui est safe comme choix, là, tu sais, que c'est comme quelque chose de vraiment éclaté, ben, vas-y. Tu sais, parce que c'est comme faut s'écouter, tu sais, puis vraiment. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, puis je dirais c'est ce qui m'a permis en même temps de grandir beaucoup comme créatrice, c'est des fois, c'est d'accepter et d'utiliser ces limitations, là, comme des forces, tu sais, puis comme des manières de se challenger notre propre créativité. Tu sais, parce que souvent, si quelqu'un commence, tu n'auras pas nécessairement accès à du financement, falloir faire par soi-même. Ben, tu sais, des fois, c'est comme c'est être capable de dire OK, j'ai cette idée-là que je voudrais vraiment faire, mais il n'y a aucun moyen que je peux la faire. OK, fine. Regarde, qu'est-ce que tu pourrais faire? À quoi tu as accès? Puis essaye de faire quelque chose dans ce cadre-là. Tu sais, une fois que ça c'est fait, ben là, peut-être que ton autre idée va être rendue possible après. Tu sais, fait que c'est vraiment, c'est un peu cet aspect-là. Tu sais, fait que vraiment, de pas avoir peur surtout comme de continuer de s'écouter puis continuer sa passion, puis la journée que c'est plus le fun d'en faire là, comme arrête. C'est ça, exactement. Quand tu n'as plus envie de créer, quand tu n'as plus envie de faire des films, parce que pour vrai, quand tu fais ça, je pense que t'es tout le temps, je sais pas pour toi là, mais je pense que je suis pas rendu non plus à ton niveau là, mais mettons tu penses constamment, moi je pense constamment à ça. Là. Oui. Tu es toujours en train d'avoir une idée, toujours en train d'avoir un plan, toujours en train d'imaginer quelque chose, puis c'est non-stop. Fait que ça, c'est une passion. On dépense tellement d'argent pour nos projets nous-mêmes, on compte pas tout ce qu'on peut acheter pour. Ah non, c'est fou. Là. Des fois, là, c'est comme je repense là, depuis le temps que j'en fais, là, tout ce que j'ai investi dans mes films, là, c'est comme ouf, faut juste pas y penser des fois. Là. Mais non, faut pas que tu aies de regrets parce que si tu le fais par passion, tu n'as pas nécessairement de regrets non plus. Là. C'est quelque chose que tu aimes faire. C'est comme n'importe quoi d'autre. Il y en a qui ont des passions pour, je sais pas, moi, la broderie, des collections, whatever. Là. Ben, c'est ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, quand j'étais en vingtaine, il y a bien du monde autour de moi. C'est comme ça faisait le voyage en Europe, là, partir pour un mois avec un backpack. Là, tu sais, c'était comme je sais pas si c'est encore le rite de passage actuel, mais dans ce temps-là, c'était comme vraiment la tendance. Là, je compte même plus le nombre de gens que je connais qui ont fait ça. Là, tu sais, comme quelque part, là, dire je pars pendant un été, là, tu sais, tout ça. Puis ben, je disais souvent, je suis comme, OK, ben, il y a des gens qui partent faire un voyage en Europe, je suis comme, ben, moi, je fais un film. C'est comme, ça revient à peu près au même prix, tu sais, quelque part. C'est comme, moi, c'est mon voyage en Europe, là, tu sais, fait que, ouais. Puis, il y a beaucoup de monde qui pense aussi que faire un film, c'est simple. Là. Même quand tu prends juste ta petite caméra puis ton petit projet, c'est vraiment de la job. Là. Ceux qui pensent que c'est facile. C'est du travail, c'est de la passion. Tu peux pas le faire en claquant des doigts. Puis comme tu disais tantôt, si tu le fais pas pour les bonnes raisons, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Puis c'est sûr que tu te feras pas prendre au sérieux non plus. Non, c'est ça. Puis je trouve toujours que ça paraît si un film est fait pour comme qu'il n'y a pas de passion derrière un projet, tu sais. Oui, exact. Puis c'est plate, mais je trouve que je sais pas si je suis la seule. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de le sentir, ça, mais tu sais, c'est comme ça veut pas dire nécessairement parce que tu travailles avec une caméra. Tu sais, j'en ai déjà rencontré des gens qui disaient moi j'ai une caméra, genre telle affaire vraiment hot. Tu sais, c'est comme OK, j'ai vu des affaires shooter avec une GoPro qui étaient meilleures que de quoi qui était shooté sur une Red. Tu sais, c'est comme quelque part. Tu sais, la caméra, c'est une chose, mais tu sais, c'est savoir, c'est un tout. Tu sais, il faut vraiment, puis c'est vraiment ça, tu sais, puis c'est comme ça aussi qu'on devient meilleur, qu'on apprend, on essaye de quoi, on regarde aussi ce que les autres ont fait, tu sais, puis on reçoit des feedbacks, tu sais, comme moi, je sais qu'au début,
il y a certains feedbacks qu'on me donnait sur mon travail. J'aimais pas ça, mais après ça, je me disais, mais ça me donnait une idée de où est-ce qu'il fallait que justement je m'améliore puis que je travaille, tu sais. Fait que c'est... Je suis tellement à la même place que toi là-dessus. Là. Ouais. Non, c'est ça, exactement. T'sais, on a comme, t'as besoin un moment donné, parce que sinon, tu t'évolues jamais, là, non plus, là. Fait que... T'as besoin aussi d'amis proches de toi qui disent la vérité, je pense aussi. Exactement. Ouais, ils font pas juste te flatter dans le sens du poil, ils font comme ouais, t'es bon. T'as besoin de quelqu'un de fiable qui dit OK, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est bon, c'est bon. T'sais, je pense que c'est avec ce genre de personnes-là, franc puis transparent, que tu t'améliores aussi. Là. Exactement. Non, totalement. Parce que un moment donné, c'est comme s'il y a personne qui te le dit que quelque chose ne marche pas, ouais. Ben, la minute que tu vas le montrer en public, là, les gens vont te le dire. Tu sais, c'est pas parce que personne te le dit. S'il y a de quoi, tu sais, c'est comme, je pourrais dire, c'est un morceau d'épinard entre les dents, puis tes amis te le disent pas. Un moment donné, il y a quelqu'un dans ta journée qui va te dire, excuse, c'est un morceau d'épinard dans les dents. Tu sais, c'est comme, c'est niaiseux comme parallèle, là, mais tu sais, quelque chose dans un film qui marche pas, il y a toujours quelqu'un qui va te le dire pour X raisons, que ça soit un commentaire sur IMDb que tu lis, que ça soit quelqu'un qui t'en parle ou que ça soit dans carrément une lettre de rejet de festival. Là, ouais. J'en ai déjà une, puis j'avais, comme Sandra, j'ai déjà remercié un festival suite à un rejet, en leur disant merci beaucoup de vos feedbacks. J'apprécie énormément, puis ça m'aide. C'est comme, je pense pas, c'est comme, genre, je suis comme le genre de personne, j'ai fait ça 2-3 fois, ou des fois un site web qui avait une critique qui était, ben, je me suis connectée, puis j'ai écrit dans les commentaires, je suis comme, hey, merci beaucoup, genre, sérieux, je suis la réalisatrice, puis j'apprécie, là, puis il n'y a pas de sarcasme là-dedans, c'est comme, même moi, je sentais que j'avais de quoi, des fois, on le sent, là. On le sait. Arrivé de finir un film, je suis comme, même comme là, dans mes scénarios, il y en a un, ça me gosse, là, parce qu'il y a de quoi qui me gosse dedans, mais je suis pas capable de mettre le doigt sur quoi. C'est comme, je le lis, puis je suis comme, il y a de quoi, mais je peux pas, je peux vraiment pas. Fait que c'est comme, c'est ça, à un moment donné, il faut que tu sois, puis moi, j'ai cultivé ça, d'être capable d'avoir le feedback des autres, mais c'est difficile, c'est très difficile, parce qu'il y a personne qui aime se faire dire que tu as besoin de retravailler, là, tu sais, fait que... Non, c'est ça. Ça prend de la maturité aussi, ça prend un regard extérieur, ça c'est important. Là. 2 petites questions pour finir. Oui. L'artiste, le réalisateur, réalisatrice que tu as rencontré ou que tu aimerais rencontrer? Je pense que je vais y aller avec David Lynch. Ouais, hein? Parce que ça a vraiment l'air d'un bonhomme tellement intéressant. J'ai eu la chance de rencontrer sa fille. Pour vrai? Réalisatrice, elle aussi, Jennifer Lynch, elle est merveilleuse, très, très cool. À 2 reprises en plus. Puis vraiment, écoute, c'est quelqu'un hyper sympathique. Puis elle est vraiment, comment je pourrais dire, elle a la même fougue que son père, mais un peu moins de weirdness que son père. C'est comme l'espèce de genre, tu sais, comme l'espèce d'attitude genre bon vivant de David Lynch, mais sans l'espèce d'aspect un peu artiste décalé. Ouais, ça c'est une autre époque aussi. Là, fait que... Ouais, c'est ça, exactement. Mais je pense juste, c'est que je trouve que ça a vraiment le genre de personne qui est hyper fascinant, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir... C'est comme juste avoir une discussion, mais une discussion plus intellectuelle, tu sais, un peu comme au niveau des... Je sais pas, il y a de quoi dans ces films que je trouve vraiment qui va chercher certaines obsessions aussi de lui, qu'est-ce qu'il va chercher. Puis j'aimerais ça savoir, tu sais, un peu plus, tu sais, comme c'est quoi son tu sais, des fois, genre de conversation, c'est quoi son cheminement artistique, tu sais, qu'est-ce qu'il pense, pourquoi il répète toujours les mêmes motifs, tu sais, est-ce que c'est une recherche d'essayer de le rendre encore meilleur ou est-ce que c'est juste comme un fétiche personnel de vouloir refaire la même chose, tu sais, c'est vraiment, je sais pas, j'ai comme des questions vraiment un peu J'en parlais avec mon ami qui est un de ses plus grands fans aussi, là, qui lui me disait que, en fait, il donne jamais vraiment de réponse David Lynch non plus, même dans ses films. Fait que c'est ça, je pense que c'est pour ça aussi qui est fascinant, c'est que tu sais jamais pourquoi puis où que ça s'en va, c'est que t'en fais ta propre réflexion puis arrange-toi avec ça. Là. Exactement, ouais. ce qui fait qu'il est encore plus... attrayant comme réalisateur puis comme artiste. Là. Ouais, c'est ça, puis énigmatique, puis on a le goût justement d'en savoir plus. Tu sais. Ouais, exact. Puis
pour finir, ça serait... C'est quoi ton projet de rêve? Évidemment, c'est de faire un long métrage financé et tout, avec toute la patente qui vient avec, là. Mais sinon, ton biggest goal, si on veut, là. Ouais. C'est dur, hein, par exemple. C'est juste... Oui, c'est difficile parce que j'ai plusieurs projets de long métrage présentement qui sont à différents stades, là, puis c'est toujours, comme je le dis, ben, version réaliste, version pas réaliste, version, tu sais. Ouais. J'ai toujours un peu dit, moi, c'est comme, c'est bizarre, mais j'ai pas nécessairement de projet que genre, je suis comme, oh wow, tu sais, de rêve parce que c'est absolument faut que je le fasse. Parce que là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à écrire de la prose parce que je me dis, ça peut peut-être être plus facile à un moment donné, mes idées. Si je suis pas capable de faire le film, je peux essayer d'écrire le livre à la place. Tu sais, c'est comme, tu sais, quelque part, l'histoire va être sortie, tu sais, comme quelque part. Je te dirais, j'ai plus, moi, un wish list de gens que j'admire, avec qui j'aimerais travailler. Tu sais, c'est vraiment plus ça à ce niveau-là. Au niveau projet de rêve, moi, c'est plus, je te dirais, tu sais, comme des castes de rêve, tu sais, de certains acteurs que, tu sais, j'aimerais vraiment ça, pouvoir avoir la chance dans ma vie de travailler avec eux, là, tu sais, fait que... Ça serait qui? Je suis curieux de voir tes castes. C'est sûr, il y a Gary Oldman, qui est très, très haut, qui a toujours été un de mes acteurs préférés. Je te dirais, c'est toute la gang de Reservoir Dogs, là. C'est sûr que... Non, mais c'est comme encore, comme genre fantasme de jeunesse, là, tu sais, c'est tellement un film qui m'a marqué. Mais c'est ça, puis c'est sûr... Il y a d'autres, tu sais, genre, par exemple, il y a Elijah Wood, que je trouve qu'il fait des choix très intéressants au niveau du cinéma de genre. Tu sais, j'aimerais ça faire un vrai film d'horreur, tu sais, justement. J'ai comme l'idée de vouloir caster des gens dans des rôles qui sont pas habituellement castés. Tu sais, vraiment d'y aller avec... à contre-courant. Franco aussi que je trouve vraiment décalé comme au niveau, tu sais, ça c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment avoir la chance de rencontrer un jour, puis c'est comme travailler avec, là. Fait que c'est sûr que j'ai certains, tu sais, je dirais, j'ai certains acteurs à différents niveaux, là, que j'aimerais vraiment ça pouvoir travailler avec eux. Cool! Hey, c'est tellement intéressant, Maud, là, j'apprends à découvrir en même temps que les gens. Ben moi, je vais le découvrir un peu avant parce que c'est moi qui vais faire le montage et tout, là. J'ai cette chance-là. Mais sinon, si on veut te suivre, puis si on veut continuer à te suivre, puis savoir tes projets, où est-ce que ça s'en va, puis tout, c'est quoi la meilleure façon de te suivre? Je dirais, ben, c'est sûr, éventuellement, je vais mettre mon site web à jour. Oui. Mais pour le moment, je dirais pas mal mon Instagram, que tu pourras peut-être mettre le lien dedans. Absolument. Instagram, c'est la manière la plus simple parce que ben, mon Facebook, je le garde un peu plus privé habituellement, là, ou en tout cas avec des gens que je connais vraiment. Puis Twitter, j'ai de la misère à Twitter. Twitter, je suis dessus, mais on dirait, je sais pas, l'engagement sur Twitter est différent que sur Facebook. Puis on dirait, j'ai toujours l'impression, comme j'ai déjà dit à quelqu'un, que Twitter, là, pour moi, c'est comme sortir sur son balcon. Tu sors sur son balcon puis tu gueules de quoi. Tu sais, il y a peut-être mais il y a beaucoup de monde qui pense ça, ouais. Ouais, je sais pas. J'ai un peu comme... J'ai de la misère. J'ai souvent le feeling qu'il y a moins de... Il y a moins de réponses, tu sais, tout ça. Il y a moins de... Ouais. C'est plus, c'est vraiment plus un monde ouvert, tandis que Facebook, ben, tu peux garder un peu plus ça. On dirait que c'est plus, mettons, tu es au Québec, ben, sur Facebook, de façon plus intime de voir ton monde puis de connecter avec le milieu aussi. Oui. Ben, attends, ceci dit, Facebook, c'est vrai, là, je pense que c'est sûr que ce que je mets qui est nouvelle de carrière, je mets ça public. Fait que les gens. Tu sais, je dirais, si les gens veulent, ils peuvent me suivre sur Facebook. Tu sais, genre, parce que l'idée, c'est que je suis rendue un peu frileuse d'accepter des demandes d'amitié de gens que je connais pas. Fait qu'habituellement, si je connais pas la personne, j'ai tendance à faire non, à moins de recevoir un message. Fait que ça, je peux aussi le dire. Si quelqu'un, ça y tente, qui veut absolument me friender, prenez le temps de m'envoyer un petit message, puis je vais l'accepter. Pas juste une demande au hasard sans savoir vraiment c'est qui. Oui, c'est ça, exactement. Juste parce que ça, je sais pas, genre, j'ai eu aussi, j'ai entendu aussi d'histoires de gens proches de moi qui ont accepté beaucoup de gens qui connaissaient pas, puis que, tu sais, qui se sont fait hacker, des choses comme ça. Fait que, tu sais, je pense qu'en même temps, dans notre monde digital, c'est pas juste une question c'est pas une question d'être prétentieuse puis de pas vouloir, c'est une question de sécurité aussi. Fait que c'est sûr que oui, Facebook, on peut me suivre sur ma
sais, comme mon profil personnel. Puis les nouvelles de carrière, je vais les mettre publiques. Sinon, je dirais Instagram, habituellement, je publie quand même assez. Je publie des trucs Instagram aussi de tous les jours, là. Mais habituellement, quand il y a une grosse nouvelle, je vais le mettre sur Instagram en premier parce que j'aime ça, le visuel, c'est toujours le fun. Ouais. Puis Twitter aussi. Puis je pourrais donner Twitter quand même, je m'essaye. Je suis pas hyper active, mais. Tu vas pouvoir mettre ça en gros cap lock pour pouvoir crier sur ton balcon. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est toujours les affaires les plus weird qui pognent puis que les gens réagissent. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que c'est? C'est ouais. Ça finit plus. Là, c'est comme une chaîne. Puis là, quand t'en marches là-dedans, t'es pogné dans ton salon pendant 3-4 heures à essayer de te démêler de ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis on a d'autres choses à faire que ça, de toute façon. Oui. All right. Ben merci, Maud. C'était vraiment le fun. Ben, merci à toi. C'était vraiment cool. J'espère que les gens vont aimer te découvrir autant que j'ai aimé te découvrir. Puis on surveille tes projets bientôt. Puis peut-être dans un cinéma près de chez vous quand que les cinémas vont rester ouverts. Hein? Oui. Espérons. Yes, merci encore. Merci encore. Merci à toi.